Je tenais encore la tarte quand mon père m'a dit de ne plus jamais rentrer à la maison. C'était une tarte à la citrouille tiède, sa préférée. Je l'avais préparée la veille au soir en utilisant la vieille recette de ma mère, celle avec de la muscade supplémentaire et cette étrange demi-cuillère à café de sirop d'érable qu'elle insistait toujours pour ajouter. J'avais conduit 3 heures dans le brouillard pour la lui apporter, comme je le faisais chaque année. C'était Thanksgiving. J'étais rentrée. Ou du moins, je le croyais. Nous n'avions même pas encore dit la prière. La dinde n'avait pas été découpée. La farce fumait dans le plat en cristal que ma mère ne sortait qu'une fois par an. Et j'étais toujours debout, toujours souriante, tenant toujours cette tarte quand mon père a dit « Rendez-moi les 50 000 euros, Sophie. » Ou plutôt, ne prenez pas la peine de revenir. Au début, j'ai cru avoir mal entendu ou que c'était une sorte de blague de mauvais goût. Mon père n'était pas un homme porté sur les drames, et Thanksgiving n'était pas un moment pour le théâtre, pas dans notre famille, ou du moins pas jusqu'à ce soir-là. Mais personne n'a ri. Sophie était assise en face de la table, les mains jointes sur ses genoux comme si elle était à un enterrement. David regardait la nappe. Même maman douce et discrète, refusait de croiser mon regard. Je ne me suis pas assise. Je ne pouvais pas. Le plateau de la tarte reposait dans mes paumes, soudainement plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. J'ai jeté un regard stupide dessus, comme si cela pouvait expliquer ce qui se passait. « Excusez-moi », ai-je dit. La mâchoire de mon père s'est serrée. « Ne complique pas les choses plus que nécessaire. »« De quoi m'accusez-vous exactement ?» Sophie a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, le mascara s'accrochant au coin comme si elle avait pleuré pendant des heures, mais sa voix était claire. « Le compte de maman. 50 000 euros ont disparu le mois dernier. Juste après que tu l'aies aidé à mettre en place la banque en ligne. » Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il était vrai que j'avais aidé maman avec ses comptes. Elle était nerveuse à l'idée de passer au tout numérique, quelque chose à propos de ne pas faire confiance au cloud. Alors, je m'étais assise avec elle un dimanche après-midi, je l'avais guidée à travers l'application, les mots de passe, les questions de sécurité. Elle avait même tout noté dans un petit carnet que nous gardions dans le tiroir de la cuisine. C'était il y a 4 semaines. 4 semaines ? Maintenant, il me disait que c'était le moment où j'avais volé sa confiance. « Vous plaisantez » ai-je murmuré. « Vous croyez que j'ai pris l'argent de maman ?» David a finalement parlé, sa voix raide comme si cela lui coûtait de prononcer ces mots. Nous ne voulions pas le croire, mais la banque a confirmé que les retraits avaient été effectués en ligne. Personne d'autre n'avait accès. Personne d'autre que toi. J'ai regardé maman. Elle n'a pas bronché, n'a pas hoché la tête, n'a pas secoué la tête, a juste pris sa serviette et l'a pressée contre sa bouche comme si elle allait être malade. C'est là que j'ai compris. La tarte, le trafic, le rituel annuel, rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'étais plus leur fille. J'étais une suspecte. J'ai posé la tarte très doucement sur le bord du comptoir. La boîte en fer blanc a cliqué faiblement contre le granit. J'ai ramassé mon manteau sur le dossier de la chaise où je l'avais posé plus tôt. Je n'ai rien dit. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, a dit mon père doucement derrière moi. Ensuite, nous irons chez l'avocat. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je n'ai pas crié, juré ou frappé le volant comme on le voit dans les films. J'ai juste conduit, le manteau encore à moitié déboutonné, la tarte toujours posée intacte sur le comptoir de la cuisine derrière moi. Les rues étaient calmes, éclairées par les lumières des porches et les dindes en papier collé aux fenêtres. C'était la nuit de Thanksgiving, et toute la ville sentait la sauce et la cannelle et la paix, sauf moi. J'ai réservé une chambre dans le même motel au bord de la route que je dépassais toujours en allant en ville, mais où je n'avais jamais eu de raison de m'arrêter. La réceptionniste ne m'a pas demandé pourquoi j'avais besoin d'une chambre un jour férié. J'étais reconnaissante pour cette petite miséricorde. La chambre sentait le vieux tapis et le pop-corn au micro-ondes. J'ai retiré mes bottes et je me suis assise sur le bord du lit, les mains tremblantes. J'avais 34 ans, une experte comptable médico-légale de haut niveau en qui l'on avait confiance pour des millions en audit d'entreprise, et mes propres parents pensaient que j'avais volé leur argent. Le pire, c'est que je n'étais même pas surprise.
Pas entièrement. Il y avait eu des signes, de petites choses, la façon dont Sophie roulait des yeux quand maman se vantait de mes promotions. La façon dont mon père avait une fois demandé « Tu ne crois pas qu'il est temps de te caser ?» comme si ma carrière n'était pas une vie réelle. Même à Noël dernier, quand j'avais proposé de couvrir le coût d'une nouvelle toiture pour la maison, David avait marmonné quelque chose sur le fait que j'essayais d'acheter la loyauté. Je pensais qu'il plaisantait. Je pensais que nous étions toujours une famille. Je me suis allongée sur la couette et j'ai regardé le plafond. J'ai essayé de revivre le jour où maman m'a demandé de l'aider avec son compte bancaire. Chaque clic, chaque connexion, chaque réinitialisation de mots de passe. Avais-je manqué quelque chose? Quelqu'un d'autre avait-il vu le carnet que nous gardions dans le tiroir? Le tiroir. Il était toujours déverrouillé. N'importe qui aurait pu l'ouvrir. Sophie vivait à la maison de temps en temps, selon sa situation. David avait une clé de la maison. J'avais été celle qui avait guidé maman à travers la configuration, oui, mais cela ne faisait pas de moi la seule à le savoir. Pourtant, ils y avaient cru. Cru que j'avais attendu que maman tombe malade juste pour lui prendre son argent. 50 000 €. Comme si j'en avais eu besoin. Comme si j'en aurais jamais eu besoin. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. Nous ne voulions pas en arriver là, mais tu as rendu la confiance difficile. Pas de joyeux Thanksgiving. Pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste ça, comme si j'avais cassé quelque chose. Comme si j'étais celle qui leur devait des excuses. J'ai retourné mon téléphone face cachée. Au travail, je passe mes journées à démêler des détournements de fonds cachés, des sociétés écrans et des fausses factures. Je sais à quoi cela ressemble quand l'argent disparaît et quand quelqu'un fait croire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et en ce moment, quelqu'un m'avait fait passer pour la coupable. J'ai fixé le plafond jusqu'à ce que les lumières se brouillent. S'il voulait me traiter comme le criminel de la famille, peut-être qu'il était temps que je commence à enquêter comme tel. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Pas d'alarme, juste l'instinct. Des années à traquer la fraude d'entreprise m'avaient appris une chose. L'argent ne disparaît jamais vraiment. Il est juste réaffecté. L'astuce est de savoir par où commencer à chercher et qui en bénéficie. Je me suis versé une tasse de café amer du lobby et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le bureau du motel. Mon cabinet enquêtait récemment sur une série d'abus financiers envers les personnes âgées, des retraités avec des comptes d'épargne modestes qui se vidaient soudainement en 3 retraits, chacun juste en dessous de la limite de déclaration fédérale. Il ne s'agissait pas d'une seule banque, mais une revenait plus souvent que les autres. Greenwell Mutual, la banque de maman. Je n'avais pas dit à ma famille que j'étais impliquée dans l'enquête. C'était techniquement confidentiel, mais j'avais l'autorisation d'examiner les données de transactions en interne, et je savais exactement qui interroger. J'ai envoyé un rapide message à Théo, le responsable de la conformité supervisant notre dossier actuel. Juste un nom, une période et un lieu. En 1 heure, j'avais ce dont j'avais besoin, horodatage, montant des retraits, registre des guichetiers. 3 retraits du compte de ma mère espacés de 5 jours. Premier, 20 000 €. Deuxième 15 000 €. Troisième 15 000 €. Chacun effectué en personne, pas en ligne. C'était la première fissure. Il m'avait accusé d'avoir utilisé la banque en ligne, disant que j'étais la seule à avoir accès. Mais si l'argent avait été retiré en personne, ce n'était pas moi. J'ai cliqué sur le lien de la vidéosurveillance ci-jointe. Basse résolution, mais assez claire. La première vidéo s'est chargée. Greenwell Mutual, le 10 octobre à 13 h. Une jeune femme s'est approchée du comptoir, jetant nerveusement un coup d'œil par-dessus son épaule. Queue de cheval blonde, sweat à capuche gris, grandes lunettes de soleil. Au début, j'ai pensé que quelqu'un avait engagé un mandataire. Un étranger payé pour usurper l'identité de maman. Mais ensuite, la fille s'est approchée de la caméra, a baissé son masque pour parler au guichetier. Sophie, même avec le grain de l'image, je connaissais ce visage. J'avais gardé ce visage quand j'étais enfant. Je l'avais vue souffler les bougies d'anniversaire et pleurer pour des petits amis ratés. Elle était agitée, tapotant ses doigts sur le comptoir.
Elle a tendu ce qui ressemblait à la carte d'identité de maman et a signé quelque chose. Son écriture n'avait pas changé depuis le lycée. Je me suis adossée sur ma chaise, la lumière vacillante du motel au-dessus de moi. Il n'avait pas seulement volé l'argent. Il l'avait planifié, réfléchi au timing, attendu que j'aide maman à passer au numérique, puis utilisé cela comme couverture pour me piéger. J'ai ouvert la deuxième vidéo. Le 15 octobre, même succursale. Cette fois, c'était David. Pas de déguisement, pas d'énergie nerveuse, calme, confiant. Il a plaisanté avec le guichetier, a signé comme s'il possédait le compte. Troisième vidéo, Sophie encore. Même sweat à capuche, lunettes de soleil différentes. L'arrogance de cela me donnait la chair de poule. Mais il manquait toujours une pièce. Comment avait-il obtenu l'accès à la carte d'identité et aux informations du compte de maman? Puis je me suis souvenu de quelque chose. 2 semaines avant que j'aide maman à mettre en place l'application, elle avait eu des examens en ambulatoire à l'hôpital. Rien de grave, juste des scans préliminaires, Sophie s'était portée volontaire pour rester la nuit avec elle. Le sac à main de maman était avec elle tout le temps. Son chéquier, ses relevés bancaires, son permis de conduire. C'est là que tout a commencé. Mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai vérifié les métadonnées de la configuration du compte. La première connexion après mon départ de la ville n'est pas venue du téléphone de maman, mais d'une tablette connectée au Wi-Fi de la maison. Même adresse IP que Sophie utilisait lorsqu'elle regardait Netflix. Et l'OTP, le mot de passe à usage unique, a été envoyé à un email alternatif que je n'avais pas enregistré. Je l'ai vérifié. Le numéro de téléphone de récupération appartenait à David. Ils n'étaient pas seulement négligents. Ils étaient arrogants. Ils pensaient que personne ne remettrait en question. Pas si la fille qui réussissait était le coupable évident. Pas si le reste de la famille parlait d'une seule voix. J'ai fermé l'ordinateur portable. Ce n'était pas juste un malentendu. Ce n'était pas un moment de désespoir ou un montant emprunté qui a mal tourné. C'était de la fraude. Et ils avaient utilisé mon amour pour maman comme écran de fumée. J'ai fermé le sac de mon ordinateur portable et j'ai ramassé mon téléphone. Pas pour appeler la police. Pas encore. J'ai appelé mon bureau à la place. J'ai demandé à Théo quelque chose de spécifique. Les copies des signatures des guichetiers. J'en aurais besoin pour comparaison. Ensuite, j'ai glissé ma valise ouverte et j'ai sorti un fin dossier noir, le genre que j'utilisais pour les présentations en salle d'audience. S'ils voulaient une méchante dans la famille, je leur montrerais à quoi ressemble la méchante qui garde l'épreuve. Je n'ai pas appelé à l'avance. J'ai repris la route le lundi après-midi, juste au moment où la lumière du soleil frappait cette pente dorée qu'elle avait toujours entre Halloween et Noël. Le genre de lumière qui faisait que la maison ressemblait autrefois à un foyer. Pas aujourd'hui. L'allée était pleine. Le SUV de David, la compacte de Sophie, la vieille berline de maman. Pas d'invités, juste la famille. Je me suis garée sur le trottoir, je me suis assise un moment, le moteur tic-tacant, mes mains posées sur le dossier en cuir dans mon giron. Celui qui contenait chaque reçu, chaque horodatage, chaque mensonge qu'il pensait que personne ne remarquerait. Puis je suis sortie, j'ai remonté les marches du perron et je suis entrée. La maison sentait le bouillon de poulet et le romarin. Les lumières de la cuisine étaient allumées. J'entendais le faible murmure de la conversation, le cliquetis de la vaisselle, un rire qui ne m'appartenait plus. Je les ai tous trouvés dans la cuisine. Sophie était perchée sur le comptoir, une tasse de café à la main, les jambes se balançant comme si elle avait 13 ans à nouveau. David était appuyé contre le réfrigérateur, bras croisés, l'expression illisible. Maman se tenait près de l'évier, séchant la vaisselle avec des mouvements lents et experts. Papa remuait quelque chose sur la cuisinière. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée, et tout s'est arrêté. Personne n'a rien dit. Je suis passée devant eux jusqu'à l'îlot et j'ai posé le dossier sur la surface en bois lisse où nous roulions autrefois la pâte à biscuits. Puis je l'ai ouvert. Vous avez cru que j'avais volé à maman, ai-je dit doucement. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est réellement passé. L'air a changé. Subtil, comme avant un orage.
J'ai sorti la première photo, toujours de la vidéosurveillance de la banque. Sophie en lunettes de soleil penchée sur un comptoir de guichetier signant un formulaire. 10 octobre, 20 000 €. Pas en ligne, pas moi. Personne n'a bougé, pas même Sophie. La deuxième photo montrait David souriant dans un pull bleu marine, tendant un chèque. 15 octobre, 15 000 €. Je pouvais sentir ma voix trembler sur les bords, pas de colère, mais de retenue. Ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient les gens avec qui j'avais grandi. Les doigts de Sophie se sont resserrés sur sa tasse. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai posé les bordereaux de guichetier. Même succursale, même signature. Je les ai comparés à votre écriture, Sophie, de cette note sur le réfrigérateur la semaine dernière. Un moment s'est écoulé. Puis Sophie a finalement parlé. Sa voix était plus fine que je ne m'en souvenais. Vous avez fouillé dans nos affaires? J'ai incliné la tête, presque gentiment. Vous avez fouillé dans celle de maman. Maman a tendu la main vers les documents, ses yeux scannant l'impression, ses mains instables. Quand elle a parlé, sa voix était calme, presque suppliante. Mais la banque, ils ont dit que c'était fait en ligne. C'est ce qu'ils pensaient que j'avais dit. Mais le retrait en lui-même ne l'était pas. L'accès en ligne est venu plus tard d'une tablette connectée à votre Wi-Fi. Le compte était configuré pour récupérer via un email lié au numéro de téléphone de David. Un silence s'est installé dans la cuisine comme une neige qui tombe. Papa a arrêté de remuer. Sophie a détourné le regard. David regardait le sol comme s'il pouvait y trouver une vérité différente. Vous m'avez laissé croire que ma fille m'avait volé, a murmuré maman. Elle ne regardait personne en particulier. Peut-être même pas moi. Vous m'avez dit de ne pas revenir, ai-je dit, encore plus doucement. Et vous n'avez jamais demandé si je l'avais fait. C'est ce qui m'a blessé. Pas l'accusation. Pas même la menace des avocats. L'absence de la question. Sophie m'a finalement regardé, son visage tordu, pas de culpabilité, mais d'amertume. Tu obtiens toujours tout. Le travail, les éloges, le respect. Je voulais juste égaliser les chances. Je l'ai étudiée pendant un long moment. Elle avait l'air plus âgée que la semaine dernière. Ou peut-être que je la voyais enfin pour la première fois. Tu n'as rien égalisé, ai-je dit. Tu as tout brûlé. David s'est raclé la gorge. Sa voix était plate. Elle ira bien, maman. Sophie gagne plus que nous tous réunis. Ce n'était pas personnel. J'ai expiré lentement, luttant contre le froid qui me remontait le long de la colonne vertébrale. C'est toujours personnel quand il s'agit de famille. J'ai regardé maman s'asseoir lentement à table, le dossier toujours ouvert devant elle. Ses mains reposaient sur ses genoux, paumes vers le haut, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Papa a finalement parlé. Sophie, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai croisé son regard. Pour la première fois depuis des jours, je ne me suis pas sentie comme l'enfant dans la pièce. Je n'ai pas l'intention de porter plainte, mais j'ai envoyé le dossier à l'avocat de la famille. Vous pouvez décider de ce que vous voulez en faire. Il a hoché la tête une fois, fatigué, plus vieux que je ne me souvenais. J'ai refermé le dossier. Mes mains ont bougé toutes seules, mémoire musculaire d'années de réunions et d'enquêtes. Cette fois, cela semblait définitif. Vous m'avez dit de ne pas revenir à moins de rendre l'argent, ai-je dit. Je n'ai pas pris l'argent, mais j'ai apporté la vérité. J'ai attendu juste assez longtemps pour que les mots portent. Puis je me suis retournée. Sophie, la voix de maman s'est brisée. Je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte. Thanksgiving est terminé, ai-je dit. Vous en avez tous décidé ainsi. Je suis sortie de la maison sans un mot de plus. Je n'ai pas pris le dossier. Je n'ai pas pris la tarte. Juste mes clés. Et la partie de moi qui croyait encore qu'il m'aurait choisi. Je ne suis pas rentrée tout de suite. Je me suis assise dans ma voiture devant la maison pendant un moment, regardant la fenêtre de la cuisine depuis le trottoir. Personne ne m'a suivi. Les lumières sont restées allumées. Le rire de Sophie n'est pas revenu. David n'a pas ouvert la porte pour dire quoi que ce soit.
Personne n'est descendu en courant l'allée pour s'excuser, et cela m'a plus que tout dit tout ce que j'avais besoin de savoir. De retour à Boston, la ville semblait plus vive, plus calme. Je suis retournée au travail comme si de rien n'était, mais je n'étais plus tout à fait la même. J'ai arrêté d'appeler le dimanche soir. Je n'ai pas consulté le groupe de discussion familiale. J'ai laissé l'icône de la messagerie vocale clignoter sur mon téléphone pendant 3 jours complets avant de l'écouter. C'était de maman. Sophie, nous avons eu tort. Je le sais maintenant. Je ne voulais pas le croire. Je suis désolée. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je voulais juste que tu saches. La maison semble vide. Elle a raccroché avant la fin de la minute. 2 semaines se sont écoulées. Puis une lettre est arrivée. Du vrai papier, une vraie enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo. Moi, Sophie et David, âgés de 6, 8 et 10 ans, assis sur le porche arrière dans des costumes d'Halloween assortis. J'étais l'épouvantail. Sophie avait des ailes en papier d'aluminium. David était juste couvert de peinture rouge. Au dos de la photo, une seule ligne. Nous ne savions pas à quel point tu nous manquerais jusqu'à ce que tu sois parti. Aucune signature. David n'a pas pris contact. Sophie non plus, mais selon un cousin qui vivait encore à proximité, ils ont tous deux quitté la maison. Maman a arrêté de leur parler, disant qu'elle avait besoin d'espace. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Je n'ai pas proposé de revenir. Au lieu de cela, j'ai créé quelque chose de nouveau. J'ai commencé un séminaire le week-end au collège communautaire, la protection financière pour les adultes âgés. Ce n'était pas glamour, mais c'était quelque chose que je pouvais contrôler. Un samedi, après le cours, une femme plus âgée s'est approchée et m'a dit « J'aimerais avoir une fille comme vous ». J'ai souri poliment. Je n'ai pas dit ce que je pensais. Moi aussi. Quand décembre est arrivé et passé sans sapin, sans appel, sans l'échange annuel d'ornements que j'avais l'habitude de planifier. Il y a une sorte de deuil pour lequel personne ne vous prépare, celui qui vient non pas de la mort, mais de la réalisation que les personnes que vous aimez ont choisi une version de vous-même que quelqu'un d'autre a imaginée, plutôt que la vôtre. Et une fois qu'ils ont fait ce choix, ils ne pouvaient plus le regretter. Je garde toujours le dossier. Il n'est pas dans mon bureau, pas sur mon bureau, juste dans un tiroir près de la bibliothèque sous de vieilles déclarations d'impôts et une copie de l'hypothèque. Je ne l'ai pas ouvert depuis cette nuit-là. Je n'ai pas besoin de le faire, car les faits n'ont pas changé, et ni moi.